Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du panier. Alors vous l'écoutez a priori fin février, mais sachez que c'est le premier épisode que j'enregistre en 2025. Et j'ai un invité de choix aujourd'hui pour un sujet qu'on a abordé à quelques reprises sur le panier, dans le panier. On l'avait abordé avec Blissim, on l'a abordé plus récemment avec 17h10. C'est le nom et le choix d'un nom. Et si vous avez écouté cet épisode, alors si vous n'avez pas écouté avec 17h10, eh ben courez tout de suite l'écouter. Si vous l'avez écouté, vous savez qu'elles ont fait appel à un onomaturge. Et cet onomaturge, c'était Olivier Auroy que je reçois aujourd'hui. Bonjour Olivier. Bonjour. On l'avait donc abordé avec 17h10, on l'a aussi abordé avec Blissim, qui a changé plusieurs fois de nom. Et ce dernier nom, figure-toi, ça a pris plusieurs mois. Et au final, le déclic, ça a été que quand tu dis Blissim, tu es obligé de sourire. Et du coup, on a creusé le sujet avec Caroline et Amélie de 17h10. Elles m'ont présenté à Olivier, qui est là aujourd'hui et qui est onomaturge. On va vous parler aujourd'hui de noms. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'un bon nom? Qu'est-ce qu'un mauvais nom? Comment choisir un nom? Y a-t-il une méthode? Et surtout, qu'est-ce que c'est un onomaturge? Alors, bienvenue Olivier. Merci de me recevoir. Je t'en prie. Et peut-être qu'on commence par ça. C'est quoi un onomaturge? Alors, un onomaturge, en fait, c'est un nom qui vient de la linguiste Henriette Walter. J'avais vu ça quelque part il y a un certain nombre d'années. Donc, ça vient du grec. Onoma, ça veut dire le nom en grec, d'où onomatopée. Et turge, c'est celui qui crée. Donc, on a un dramaturge qui crée des pièces de théâtre. Donc, un onomaturge, il crée des noms. Et en fait, onomaturge, c'est non seulement le nom du métier, mais c'est aussi le nom de ma société, ce qui tombe pas mal. Et en fait, donc, un onomaturge, la définition, c'est celui qui crée les noms. C'est celui qui crée les noms, qui nomme les choses aussi. Absolument. Si on va dans... Absolument. Ok. T'es onomaturge depuis longtemps? On s'improvise onomaturge? Ça vient d'où? Alors, en fait, c'est assez intéressant, c'est que c'est un métier, on doit être une trentaine à pratiquer dans le monde, donc c'est quand même pas un métier répandu. Moi, j'ai fait des études comme Sciences Po CELSA, et puis, comme beaucoup de gens, à la sortie des grandes écoles, bon, et maintenant, je fais quoi? Et puis, je suis retourné au CELSA, il y avait une petite affichette qui disait « Nous cherchons une agence qui, à l'époque, s'appelait Chaos, qui dit « Nous recherchons un stagiaire en création de noms. » Donc, moi, je m'y rends, j'y vais, et ils me disent « Écoute, il y a 10 candidats, on va te donner une mission, on te donne une semaine pour trouver le nouveau nom des chaussettes pour enfants de Olympia, de la marque de chaussettes. » Et moi, je me suis dit, je vais faire un truc différent. Donc, j'ai été à la sortie d'une école primaire. Je me suis mis près des mamans et j'ai écouté les mamans. Donc, les enfants arrivaient et ils m'ont dit « Alors, mon choubidou ?» J'ai écrit choubidou. « Alors, mon choupinou ?»« Alors, mon doudou ?» Donc, j'en ai écrit une cinquantaine. Après, je les ai retravaillés. Et quand je suis revenu à l'agence, ils ont dit « Toi, tu rentres tout de suite. » Parce que, en fait, ce qui les a convaincus, c'est ma méthodologie d'aller écouter. Voilà. Après... Au-delà de cette anecdote, je me suis rendu compte qu'un onomaturge, c'est quelqu'un qui est un champion de Scrabble, c'est quelqu'un qui n'est pas mauvais en mots croisés, c'est quelqu'un qui a une culture générale de dingue, voilà. C'est quelqu'un qui a une curiosité folle, c'est pas forcément quelqu'un qui maîtrise beaucoup les langues, parce que j'ai eu à une époque un stagiaire qui parlait 7 langues, mais en fait il était bloqué par ses connaissances, c'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à bouger les mots. C'est un mélange, j'ai envie de dire, de culture générale et de ludicité. Voilà, ça. De ludicité, il y a du jeu. Oui, il y a du jeu, il y a énormément de jeu. La création de noms, c'est presque jouissif, en fait, de jouer avec les mots. Moi, dans mon bureau, j'ai les lettres de l'alphabet partout, parce que quelquefois, j'ai des techniques où il faut que je passe l'alphabet. Et c'est aussi, comme très souvent, moi, je dis... N'oublions pas que Mozart est mort jeune et qu'il travaillait la nuit. N'oublions pas que Bob Marley a passé 1 an dans un sous-sol à écouter toutes les musiques possibles avant de s'y mettre. Je ne savais pas. On ne le savait pas. N'oublions pas que Jean-Paul Gaultier répète à qui veut bien l'entendre que s'il est devenu ce qu'il est devenu, c'est parce qu'il s'ennuyait à Arcueil. Et donc, comme il s'ennuyait tellement à Arcueil, il s'est inventé des mondes. Donc, pour moi, il y a une histoire de créativité autour de... Je suis curieux, j'ai une faculté à aller voir d'autres mondes, je combine les choses, je vois les occurrences. Voilà, il y a aussi un... C'est un don? Alors, je ne sais pas si c'est un don, mais il y a quand même des signes. Ma mère m'a dit, en ce qui me concerne, elle m'a dit, mais tu sais, quand tu avais 10 ans, une fois, tu as vu
le mot Renault, parce qu'en plus mon papa bossait chez Renault, et tu as vu le Renault et tu as dit, tu sais maman, dans Renault, il y a naturel. C'est-à-dire que j'avais lu l'anagramme. Et il paraît que j'ai aussi dit Laurent. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, apparemment, je ne sais pas si c'est un don, mais je pense que plus vite que les autres, je vois ce qu'un mot contient en fait. Attends, Renault, c'est l'anagramme de Laurent et de naturel. Et de naturel. Naturel, c'est plus joli. Laurent, je Voilà, m'étais jamais posé la question. T'apprends un truc aujourd'hui. Donc un don, mais il y a aussi de la méthode. Et beaucoup de travail. Et ensuite, beaucoup de travail. Et surtout, tu fais ça depuis 20 ans. Moi, je fais ça depuis 25 ans. 25 ans, des apprentisses, des réflexes. Bien sûr. Et c'est ce qu'on va couvrir dans cet épisode. Moi, mon objectif, c'est quoi ? Déjà, c'est découvrir un nouveau métier que je ne connaissais pas, de me poser les bonnes questions et de vous donner, chers auditrices, chers auditeurs, les clés, la méthode pour appréhender le sujet, le faire vous-même, si vous le souhaitez, ou faire appel à un onomaturge, justement. Mais avant de rentrer dans la méthode, c'est quoi un nom ? Un nom, en fait, pour moi, c'est souvent le raccourci d'une histoire, en fait, en ce qui concerne. C'est-à-dire qu'on oublie trop souvent que tout commence par un nom. Alors, il y a évidemment l'exemple de la Bible, hein, mais sans aller jusque dans la Bible, les gens oublient que même pour rechercher une image, il faut mettre un mot, un nom, sur Google, par exemple, sur un moteur de recherche. Il faut bien commencer par quelque chose. Donc, et pour commencer par quelque chose, il faut en avoir l'idée. Donc, en fait, un nom, et surtout quand il est bon, il encapsule quelque chose, et c'est une histoire réduite à son plus simple appareil, sachant que, après on en reparlera, mais il y a d'autres éléments possibles. Je pense notamment à la signature de marque, à la petite phrase qui va en dessous. Mais on reviendra sur l'idée de ce que c'est un bon nom, mais un nom, voilà, c'est quelque chose qui encapsule une personne, une chose. Et c'est quoi un bon nom ? Alors un bon nom, il y a plusieurs choses. D'abord, il faut qu'il soit riche sémantiquement. Alors ça veut dire qu'il a plusieurs sens possibles. Par exemple, je vais vous donner l'exemple et dans je vais donner beaucoup d'exemples aujourd'hui parce que je pense que ça aide la compréhension. Mais on reviendra sur l'histoire des coups de cœur. Moi, je dis toujours que j'ai rarement des coups de cœur, mais j'en ai eu un quand j'ai commencé il y a 25 ans, où il fallait que je renomme la SVTU, c'est-à-dire la Société Versaillaise des Transports Urbains, donc c'est un peu comme la RATP. Et je me suis souvenu que le surnom de Louis XIV, du roi Soleil, c'était Phébus. Phébus. Et c'est la seule fois de ma vie où la DIRCOM a dit on ne trouvera pas mieux. On est à Versailles, on ne trouvera pas mieux. Et en fait, pourquoi c'est un nom qui est riche sémantiquement ? Parce que Phébus veut dire le roi Soleil en latin, et veut dire du soleil en latin, et que dans Phébus, il y a bus. Ce qui veut dire qu'il s'adresse à plusieurs niveaux de compréhension et de connaissance. Ça veut dire que c'est un bon nom. Et en fait, les bons noms, je m'en suis souvent rendu compte, ils ont tellement de choses en eux qu'ils s'adressent à plusieurs publics, et donc ils résonnent plus fortement. Ok, tu me parlais aussi, alors je ne sais pas quelle est la part du hasard, mais tu me donnais des exemples incroyables qui étaient Evian ou Lego. Absolument, donc Evian est positionné comme l'eau des bébés, l'eau de la jeunesse, voilà. Et en fait, dans Evian, il y a Ève, la première femme, il y a la vie, il y a Via qui veut dire fluidité. On parlait des anagrammes, c'est-à-dire est-ce qu'il y a d'autres mots avec les mêmes lettres ? Il y a naïve, donc enfance, innocence. Nivea, qui en latin veut dire couleur de la neige, donc on retrouve l'eau. Vena, la veine. C'est hallucinant. Et quant à Lego, c'est encore plus extraordinaire parce que c'est un mot qui vient du danois leggot, qui veut dire bien jouer. Or, en italien, en espagnol, c'est je lis, je relis. Legen veut dire disposer, arranger en allemand. Lego est proche de let's go. Lego, l'apostrophe EGO, tout le monde sait que c'est le jeu qu'on fait tout seul dans sa chambre. Donc, c'est un nom, il traverse les frontières et il se passe quelque chose. Dans le cas de Lego, mais d'Evian aussi, c'est un hasard. Evian la ville, Lego qui voulait dire... Ah mais tout à fait. En fait, souvent quand je fais ces démonstrations, les gens disent « Ah ouais, c'est un peu capillotracté, c'est du post-rationalisme ». Je dis « Peut-être, mais ça aussi explique pourquoi les marques ont duré. C'est qu'elles ont en elles, intrinsèquement, d'énormes points forts. » Ok, passionnant. Il faut un don pour être nomaturge ? Moi, je pense tout simplement, je pense que oui, je pense qu'il faut quand même une certaine faculté à bouger les mots, à bouger les lettres, mais il faut, je pense, un amour assez inconditionnel du mot. Il faut aussi beaucoup de persévérance. Il m'est arrivé de trouver, qu'on me demande de trouver un nom de jus de fruits exotique,
Et il y avait notamment un jus de fruits qui était un peu, africain. Et j'ai passé 5 heures à lire un dictionnaire de Swahili de 600 pages. Parce que j'ai épluché le dictionnaire pour tomber sur des mots Swahili qui ont une belle sonorité. Et si la traduction était belle, genre source ou soleil, ça fonctionnait. D'ailleurs, la marque a été choisie, et je ne sais plus lequel malheureusement, c'était un mot Swahili. Mais il faut accepter de passer 5 heures dans un bureau à éplucher un dictionnaire. Un dictionnaire Swahili. On va parler de la méthode, on va parler des outils, on va parler des contraintes et des pièges, en tout cas de tout ce qu'il faut mettre dans l'équation du choix d'un nom. On parlera, il y aura des cas d'usage, des exemples tout au long de cet épisode. On conclura par l'espèce de liste des 10 commandements qui résumera un peu tout ce qu'on se sera dit pendant cet épisode. Et on atterrira doucement en parlant un peu de toi. Est-ce que tu bosses? Est-ce que tu as toujours bossé pour toi? Comment est-ce que tu te fais connaître en dehors des podcasts? Parce que vous pouvez te retrouver d'ailleurs, Olivier, sur d'autres podcasts. T'es passé dans Derrière l'affiche, si je dis pas de bêtises, et dans un autre que j'ai écouté. Travail soigné. Travail soigné, tout à fait, que tu m'avais envoyé. Mais commençons par la méthode. Je fais le plan. Je vais être un peu scolaire, mais j'ai noté en gros 5 points, parce qu'on a échangé pour en parler, le cahier des charges, la génération des noms, le filtrage, la validation, et puis évidemment la communication autour d'un nom. Commençons par le cahier des charges. Qu'est-ce qu'on met dans un cahier des charges pour choisir un nom? Alors, le cahier des charges, moi, c'est souvent... certains de mes clients me disent que ça frise la psychothérapie, parce qu'en fait, je m'assois devant la personne ou les personnes pendant 1h30, et je commence tout simplement par un énorme classique qui, quoi, comment, pourquoi, en étoile, comme ça, et je force mes clients à m'expliquer en des termes simples de quoi il s'agit, quels sont les bénéfices émotionnels, rationnels, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant. Il y a certains cas où c'est même lié à la personnalité du créateur. Quand on est, par exemple dans le cas de 17h10, on s'est beaucoup intéressé à leurs histoires respectives. J'ouvre une parenthèse, je fais un aparté. 17h10, ce sont des tailleurs pour femmes. Exactement. Pourquoi ce nom, en quelques mots? 17h10 parce que Amélie et Caroline m'avaient dit c'est des tailleurs bien, sérieux, bien, mais qu'on peut porter au boulot comme on peut les porter le soir quand on sort. Donc on est entre le perso et le professionnel. Et donc moi j'ai trouvé 17h10 parce que c'était pour moi un entre-deux. Et en plus, il y a d'autres choses qui nous ont fait choisir 17h10, c'est que l'orientation des aiguilles de 17h10, ça faisait l'encoche sur le tailleur. Voilà. Et en plus, je leur avais dit, ça sera bien de faire tous les posts Instagram à 17h10. Donc il y avait à la fois, l'histoire est simple. Pourquoi 17h10? Parce que entre le boulot et le perso, et en plus, il y avait des tas d'éléments qui, en termes de communication et de marketing, étaient très puissants. Donc tu disais le fondateur ou le porteur du projet, ouais. Mais dans le cas des 17h10, on a parlé de leur enfance, d'où elles viennent, d'où elles habitent. Je me souviens, j'avais fait un nom de logiciel. C'est un logiciel qui prend des plans d'architecte et il les monte en élévation en 3D pour pouvoir s'imaginer ce que ça va devenir. Et le créateur m'avait dit, mais moi j'aime beaucoup la montagne et mon rêve est d'aller au sommet du Kilimandjaro. Le logiciel s'appelle Manjaro. Et quand on lui dit pourquoi, il dit parce que j'ai toujours rêvé d'aller au sommet du Kilimandjaro. Et puis comme on parle d'élévation, voilà, ça fonctionne. Donc il y a une part, le personnel est important, mais il faut vraiment qui, quoi, comment, pourquoi. Je demande aussi les contraintes. Je suis beaucoup plus souple parce que les contraintes sont souvent c'est assez castrateur. On entend des choses du genre, il me faut un nom court, ce qui est très compliqué. Il me faut un nom qui sonne bien dans toutes les langues, c'est impossible. Je m'attache plutôt à avoir des éléments saillants plutôt que trop de contraintes. Alors en revanche, s'il n'y a pas de contraintes, c'est mort. C'est-à-dire qu'un créatif, il n'y a rien de pire que de s'entendre dire vous avez toutes les libertés du monde. Vous avez carte blanche. C'est insupportable. D'ailleurs, c'est pour ça que nous, les créatifs, on s'en est très bien sortis pendant le confinement parce qu'on n'a pas de problème avec ce genre de contraintes. J'ai même parlé à un psy, décidément, à l'issue du confinement et je lui ai dit mais moi, j'ai très bien vécu. J'ai fait un dictionnaire de mots valises qui s'appelle le Dicorona, que je vous invite à lire parce que c'est assez rigolo. Moi, je pondais 3 mots valises par jour. J'ai adoré ce fait d'être en cage et de devoir en sortir. Et en fait, il me disait que effectivement, les créatifs, contrairement à ce qu'on pense, s'en sortent mieux dans des situations de contrainte parce qu'ils s'inventent très rapidement de nouveaux mondes
et des nouvelles choses. Donc ça les aide à sortir en fait d'un quotidien trop compliqué. Donc il faut quand même un cadre. L'idéal, moi je dis toujours, c'est donnez-moi un cadre que je puisse le pousser. Mais si vous ne me donnez pas de cadre, je ne pourrai pas le pousser. Donc en fait, l'idéal c'est ça, c'est un cadre et puis tac, on fait un petit pas de côté, on le pousse. J'imagine que dans les contraintes et dans le cahier des charges, il y a aussi des choses très pratiques. On en a parlé avec Blissim, avec Quentin. Il faut une URL, il faut du social media, il faut peut-être du juridique. Oui, alors on fait ça plus tard. On en reparlera dans le filtrage, mais très rapidement. Il faut les noms que pour faire simple. Moi, en général, je génère entre 200-300 noms par création. J'en présente 20 qui sont filtrés. Et un des critères, c'est effectivement la disponibilité juridique. Alors, il y a aussi l'URL. À mon grand plaisir, les clients arrêtent de me demander à tout prix un .com. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris que l'important, c'est pas le .com, c'est le SEO. C'est-à-dire que c'est pas intéressant à la limite d'avoir absolument le .com. En revanche, c'est intéressant d'avoir un nom avec une extension peut-être différente, mais quand on le met sur Google, on est en premier. Il y a une marque que j'ai créée qui s'appelle Perpète, qui est une marque de vêtements pour enfants de 0 à 6 ans sans obsolescence programmée. Donc une ancienne de Carrefour, une ancienne de Zara. Quand j'ai présenté au bout du processus Perpète en disant je le sens bien, il y en a une qui a dit mais tu es fou, Perpète c'est la prison à vie. Et il y a l'autre qui a dit mais attends c'est génial, moi je viens d'avoir un bébé, toutes mes copines m'ont dit ça y est t'as pris pour Perpète. Et en plus choupette, galipette, carpette et la carte de fidélité Perpète c'est plutôt pas mal. Et en fait pourquoi on a pris Perpète ? Parce que quand on mettait Perpète sur Google, il n'y avait rien sur les 2 premières pages, que définition du Larousse. Et ça, c'est très bon. Quand on a un nom et que les premières pages, il n'y a que du dico, c'est plutôt bien. Ça, c'est au niveau du filtrage, j'imagine, Ouais. et on y reviendra. Donc, dans mon cahier des charges, le why, qui, quoi, comment, pourquoi, c'est ça. Les contraintes que je peux avoir, l'ADN, la plateforme de marque. Alors, la plateforme de marque est intéressante. Pour moi, c'est un point de départ parce que ça permet de fixer un cap. Alors, je profite de ces ondes pour le dire. Non, un nom n'est pas le résumé de la plateforme de marque. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé très souvent de créer le nom pendant que d'autres personnes créaient en même temps la plateforme de marque. Et même qu'on fasse du ping-pong entre nous, parce que moi, forcément, avec les mots, je cristallise des choses. Je cristallise un brief, je monte des pistes et je les partage avec les gens de la plateforme de marque. Mais il n'y a rien de pire qu'une agence de communication de publicité qui me dit il faut que le nom résume la plateforme de marque. Là, on a toutes les chances de... Oui, c'est de la magie. Ouais. Mais justement, il y a le processus de décision dans le cahier des charges. Oui, alors c'est tout à fait juste. Je demande très souvent comment vous décidez. Parce que j'ai l'habitude de dire mon métier, c'est 70% c'est 30% de création, 70% de décision. La fluidité, l'efficacité du processus de décision va permettre d'arriver à un nom. Donc moi je demande mais qui va décider ? Et souvent c'est assez délicat. Et d'ailleurs le fait que ce soit délicat me fait sonner des alarmes. Par exemple le pire c'est quand on a l'impression que le choix du nom est là pour résoudre une crise interne, ça arrive. Où tout le monde pense que c'est avec le nom, avec un soi-disant bon nom et personne ne sait le définir, on va résoudre nos petits problèmes. Bah non. Comme le 3e enfant pour sauver le couple. Exactement. J'aime beaucoup. Je le ressortirai. Non, c'est comment vous décidez. Il m'est arrivé qu'une grosse boîte qui pèse 1 milliard change de nom et qu'elle me dise je sais que vous n'êtes pas d'accord, mais je voudrais que les 3000 employés puissent faire des propositions de nom par Internet. Alors là... Parce qu'on veut les embarquer. Parce qu'on veut les embarquer, ce qui est bien. La co-création. Mais voilà, la co-création. Alors, j'ai accepté de le faire à condition, on l'a piloté. Il faut se rappeler que Accenture est arrivé comme ça. Moi, j'étais chez Landor à l'époque. Accenture, c'est un process comme ça, qui a été piloté par l'agence. Et c'est un Norvégien qui a trouvé Accenture, sachant que les Français... Un employé de Andersen Consulting. Andersen Consulting, ouais. Qui a trouvé ça en Norvège. Il faut savoir que c'était très compliqué, très politique, très émotionnel, et que les Italiens et les Français n'étaient pas d'accord. Parce que Accenture, ça fait confiture, disaient les Français, et Accenture, ça fait Cinture di sicurezza, disaient les Italiens. Donc c'était pas bon. Pardon, ça veut dire quoi ? Ceinture de sécurité. Ok. Ouais. Donc en fait, il y a un moment donné, il y a un pilotage qui fait... Mais c'est parce que Andersen voulait... absolument que tout le monde, ou la boîte dont je parlais, voulait absolument que tout le monde soit impliqué. Mais ça, on y revient. Le problème, c'est que la création de nom, c'est pas forcément un truc ultra démocratique. Pourquoi ? Parce que
plus vous multipliez les avis, et plus vous multipliez les subjectivités. C'est-à-dire que pour un même nom, vous allez avoir 15 points de vue différents, 15 remarques différentes. Le pire pour moi, c'est de travailler avec un comité où ils sont 12, où chacun a le même poids, et où chacun peut donner son avis. C'est extrêmement difficile. Parce qu'on a tous des vécus différents, on a tous des sensibilités différentes. Ça m'arrive tout le temps qu'on me dise, bah oui, mais non, mais moi, dans le cas de Perpète, je me souviens, il y avait un des noms pressentis qui était Tiffaine, puisque les deux étaient bretonnes. On avait aussi un poule piquant, un petit farfadet breton, qui a été abandonné. Et Tiffaine, il y en a une qui a dit, mais non, parce que, ah bah non, mais moi j'avais une maîtresse d'école à Brest, elle s'appelait Tiffaine, je l'aimais pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Et là, la semaine dernière, un super nom, enfin un nom magnifique, rien à faire, parce que la propriétaire, la commanditaire a dit, mais non, c'est le nom, c'est proche du prénom de quelqu'un que j'aime pas, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, quand vous multipliez ça par 10 ou 12, au secours. Ou 30 000. Ou 30 000. C'est intéressant, je voulais l'aborder plus tard dans les filtres, mais je sais pas où le placer. En fait, l'émotionnel, c'est important quand on choisit un nom, surtout quand on fait un rebranding d'une marque à laquelle... L'émotionnel? Ouais. Bah, en fait, l'analogie que je prends le plus souvent, c'est le prénom de l'enfant. C'est-à-dire que choisir un nom, c'est comme pour des parents choisir un prénom. Et souvent, quand ils partagent les idées de prénom avec la famille ou les amis, c'est catastrophique. Bah, tu vas quand même pas l'appeler Barnabé, tu vas pas l'appeler Blanche. Et en fait, plus on demande d'avis, plus c'est terrible. Le truc qui est drôle, c'est qu'une fois que le bébé est là, qui s'appelle Barnabé, Douglas, Jean-Paul ou Enzo, c'est le plus beau bébé du monde. Ce qui veut dire que, en fait, une fois que le nom est incarné, il n'y a plus de problème. Donc c'est pour ça que moi, quand je présente les noms, je les présente avec des mises en scène, en les mettant sur des packagings, sur des façades de bâtiments, sur des voitures. J'enregistre des fausses voix d'accueil. J'ai fait des trucs incroyables dans ma carrière pour dire, regardez, ça vit déjà, il est déjà là, il n'y a plus de problème. Je me souviens c'est moi qui ai créé Artengo de Decathlon, la marque des sports de raquettes, qui vient de l'art de tenir, hein, Artengo en latin. Et je me souviens quand j'ai présenté Artengo, il y avait des gens qui disaient mais non, on dirait un nom de danse, tango. Il y en a qui disaient mais non, il y a un groupe qui s'appelle, il y a un nom avec un nom très proche, etc. Et aujourd'hui, je crois que c'est un des noms de Decathlon qui ne fait pas débat. Artengo. Un cahier des charges, une fois qu'on l'a posé et qu'on réfléchit en interne ou qu'on le partage avec un onomaturge, il faut générer. Et tu as utilisé ce terme, hein, générer des noms de marque. Ah ouais. On va chercher où? Alors, moi, une fois que j'ai mon cahier des charges, il y a vraiment une sorte de génération. C'est-à-dire que je prends, je sais pas, imaginons qu'on ait un brief et on doit trouver quelque chose qui est de l'ordre de je sais pas, du renouveau. On va prendre un truc très bateau. Et ben moi, je vais m'attacher à voir qu'est-ce qui se passe autour de renouveau. Donc, je vais aller regarder des langues, je vais aller regarder des mythologies, je vais aller regarder des univers, des histoires, et je commence à poser en fait des mots-clés. Et après, je travaille sur ces mots-clés. Vous me demandiez tout à l'heure, mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un est bon en nom? Je sais pas si je te l'ai dit en préparant l'épisode, on peut se tutoyer. Oui, je m'en suis rendu compte en te le disant, pardon. Et en fait, si tu veux, le truc, c'est que quelqu'un qui est bon en création de nom, mais je pense que c'est valable aussi pour les créatifs, il voit des connexions entre des choses qui paraissent éloignées. Alors, je peux pas encore le dire, mais j'ai trouvé le nom d'un restaurant qui, je crois, va devenir assez célèbre à Paris dans pas longtemps. Le nom que j'ai trouvé, j'ai réussi à connecter un truc qui est lié au quartier, une façon de dire quelque chose en anglais, avec une façon de dire quelque chose en français qui a un rapport avec la restauration. C'est un peu abscon ce que je dis, mais en réalité, mon œil a vu les liens entre tout. Voilà, tac. Et voilà. Et donc, moi, je fais ces liens. Après, je suis quelqu'un qui peut passer 1 heure sur une simple syllabe. C'est-à-dire que je sens que la syllabe a un potentiel, donc je vais la développer, je vais la construire, je vais travailler autour. Donc c'est ça ce que j'appelle la génération.
Alors, question très personnelle, on a aussi des créas chez Cosa Vostra sur d'autres domaines, mais ces moments-là, ils se passent où? Ils se passent comment? Est-ce que tu te mets en condition? Est-ce que tu essaies de trouver un flow? Est-ce que tu as besoin de nature ou d'être enfermé, de bruit ou de silence? Ou de tout ça? Alors j'ai besoin à titre personnel, j'ai besoin d'une alternance, que tout ça s'alterne. C'est-à-dire que j'ai des moments où j'ai besoin d'être dans ma bulle avec un casque, être dans les dictionnaires. Alors, malheureusement, heureusement, je ne sais pas, moi je crée beaucoup les noms en courant. En fait, et je sais pourquoi, parce qu'en fait ça génère, je ne sais plus trop quel truc, quelle hormone, mais ça m'aère le cerveau. Mais ça en est à un point où maintenant, alors ça c'est quand je suis à Saint-Germain-en-Laye où j'habite près de la forêt, je lis le brief et je pars courir. Et en fait ce qui se passe c'est que normalement je fais 10 bornes, au bout de la 3e borne ça vient. C'est assez étonnant en fait comme procédé. Ça vient, il y a des choses qui viennent, donc j'ai un petit dictaphone et je dis les choses pendant la course. Et quand je reviens, je réélabore dessus. Ouais. Ok, hyper intéressant. Il y a des outils alors les outils, pour générer. Pour générer les outils, en fait, il y a des aides à générer. Moi, j'utilise beaucoup tous les dictionnaires en ligne. J'utilise beaucoup tout simplement Google pour démarrer. Alors, au risque de déplaire, et on va en parler aux partisans de certains outils dits artificiels, c'est encore le livre qui me donne les meilleurs résultats. Pourquoi? Parce que, en général, ce qui est sur le livre au sens écrit le ou livre, le roman le livre, cette chose qui a des pages et qu'on tourne. Okay. Enfin, mais que ce soit un dictionnaire, un roman. Ah oui, un dictionnaire, un roman, voilà. Pourquoi? Parce qu'en général, je dis toujours, si c'est dans le livre, il y a très peu de chances que ce soit sur la toile. Et si c'est sur la toile, il y a très grande chance que ce soit pris. Je vais te donner un exemple. Non, mais Artengo, ça se trouve pas dans un livre. Non, c'est une construction. Bah si, c'est une construction à partir du livre. C'est-à-dire que le latin t'apporte ars et tengo et après tu construis. Mais je vais te donner un exemple. Imagine, et c'est ce qui m'est arrivé, on te demande de trouver le nom d'une chaîne d'hôtels en Guinée-Conakry. Chose que j'ai dû faire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas démarré par Google ou par ChatGPT sur lequel on viendra. J'ai été à la librairie L'Harmattan et j'ai acheté 15 livres sur la Guinée-Conakry que j'ai lus de fond en comble pendant 3 jours, notamment l'histoire de ce pays. Et en faisant ça, je suis tombé sur une espèce de palétuvier endémique, propre donc à la Guinée-Conakry. Je ne peux pas encore dire le mot, mais il se trouve que c'est un bois particulier, c'est un nom absolument magnifique. Et ce qui s'est passé, c'est que le jour où j'ai présenté ce nom, l'homme d'affaires de la Guinée-Conakry, qui je crois est la 3e fortune de la Guinée-Conakry, m'a dit, je l'ai vu en visio, j'ai vu que j'avais touché un nerf, j'ai vu qu'il a sursauté, et il m'a dit à la fin que le nom que j'ai choisi, c'est le nom de ce bois que lui, quand il était petit, il faisait sécher, qu'il allait vendre au marché, et il donnait l'argent à sa mère. Bon, alors là, c'est le bingo, feu d'artifice, champagne, tout le tralala. Mais j'ai essayé après, hein. C'est impossible de trouver ce nom par ChatGPT, par exemple. C'est dans le livre. Et récemment, j'ai travaillé sur du gaulois. Ce sont des livres. On trouve très peu sur Internet. Alors, ChatGPT, venons-y, pardon. ChatGPT peut être un départ très intéressant. C'est-à-dire que ChatGPT, moi, je ne suis pas anti-ChatGPT. Il peut me donner un point de départ. ChatGPT, dis-moi quelles sont les différentes espèces endémiques de la Guinée-Conakry. Alors déjà, je ne suis pas sûr qu'il en sorte beaucoup, mais ça peut être un point de départ. Après, il faut creuser. Oui, mais il faut déjà être arrivé jusque-là. Enfin... Et bah, tu as tout dit. C'est-à-dire que c'est pas magique non plus. ChatGPT, il peut donner des pistes qu'il faut creuser, mais même déjà le fait de formuler la question, c'est déjà une idée. C'est déjà quelqu'un qui pense ça. Et c'est ça que peu de gens comprennent, c'est que ChatGPT ne fera pas de miracle. Il va pas vous donner en même temps les idées pour démarrer la recherche et le résultat de la recherche. ChatGPT ne transforme pas. En fait, moi, j'ai 2 punchlines. Je dis toujours, ChatGPT fait des inventaires, pas des inventions. Premier point. Et deuxième punchline, c'est qu'il travaille sur un passé entreposé. Et en plus, un passé entreposé anglo-saxon. Je vais te donner un exemple. On reviendra à cette marque parce que elle m'a valu un prix et je pense qu'elle est, voilà, c'est une des rares dont je peux dire quand même. Quand j'ai refait le nouveau nom du groupe Buffalo Grill, que j'ai appelé Napa Caro,
Buffalo Grill, c'est un énorme groupe, hein, c'est 50 Voilà. millions de repas, je crois, par an. Enfin, C'est donc Buffalo c'est Courte Grill, Paille, Popeyes. Ouais. Et en Popeye, fait- c'est Buffalo Grill. Ouais. Enfin, c'est le groupe Buffalo Grill Ok. qui donc s'appelle maintenant Napacaro. Napaqaro, voilà comment je l'ai écrit. Donc je suis parti de la Nap à Caro que j'ai raccourci pour faire nom de tribu indienne. J'ai fait une formation d'une journée avec des gens de l'intelligence artificielle qui étaient très sur d'eux. Et je leur dis, ok, on va essayer d'arriver à Napacaro, ensemble. Alors, à part le fait que la personne m'a dit qu'il faudra quand même passer du temps à faire du prompting, je dis, ok, mais s'il faut que je passe une journée de prompting, je vois pas l'intérêt de ChatGPT. Alors, il n'y est jamais parvenu, hein. Jamais. C'est-à-dire que même en l'aidant, ChatGPT, donne-moi tous les symboles de la restauration française et du bistrot français. Il n'y avait pas Nap à carreaux. Mais en l'aidant, une fois qu'on est arrivé, ChatGPT, donne-moi toutes les manières d'écrire de façon raccourcie ou ludique Nap à carreaux. Il n'est jamais arrivé à Nap à carreaux. Jamais. Donc, ça veut dire quand même que ChatGPT peut être un très bon outil de démarrage pour se donner des pistes, mais il ne transformera pas. Voilà. Pour tous les naysayers qui écouteront cet épisode, on parle évidemment de ChatGPT au 14 janvier 2025. Voilà, on verra où ChatGPT il sera dans 6 mois, dans 3 mois, ça va vite. Mais j'entends ton point, mais alors c'est intéressant. Tu vois, moi j'ai cette discussion avec des créas qui me disent qu'il faut s'alimenter le cerveau et que le reste suivra, le doigt suivra. C'est exactement ça. Si tu sais qu'il faut demander à ChatGPT quelles sont les espèces endémiques de la Guinée-Conakry ou Nouvelle-Guinée, tu m'as dit quoi? Non. C'était la Guinée-Conakry. Il y a la Guinée-Conakry. Voilà. Mais il faut être arrivé jusque-là. Et pour être arrivé jusque-là, il faut un peu d'ouverture, il faut de la lecture, il faut de la curiosité. Culture générale. Il faut de la culture générale. Et c'est exactement ce que disait c'est Alexandre Petit, hein, qui est en charge des équipes créa et, chez nous, et qui me disait ça, et qui disait ça à ses équipes. Il disait c'est très bien d'utiliser Midjourney en l'occurrence, mais si tu n'as pas la culture de quelle lentille, quel type d'appareil photo, quel rendu, quel grain, quel grand photographe on veut imiter, t'arriveras à rien. Donc, j'en étais sur les outils. Dans les outils de génération, j'imagine qu'il y a du brainstorming aussi? Ou pas? Alors, le brainstorming, en français remue-ménage. Oui. Tempête de cerveau. Hein. Ouais, je l'utilise finalement assez peu pour créer, mais je l'utilise beaucoup pour embarquer les gens avec moi. C'est-à-dire que maintenant, dans mon process avec mes clients, on parlait de process tout à l'heure, avant d'arriver à la génération des noms, je peux interviewer les clients beaucoup. Quelquefois, j'en interviewe même 10. Hein. Les clients, quand tu parles de clients, c'est la marque. Les clients de la marque, oui. Attends, les clients de la marque. Oui, c'est-à-dire que par exemple, tu as donc, chez Buffalo Grill, tu peux interroger 10 personnes de Buffalo Grill. Qui travaillent chez Buffalo Grill. Oui. Ok, pardon. Ma question est que tu interroges aussi le client du client? Tu vois, tu peux aller chercher... Ah, le consommateur? Ouais. Eh ben en fait, pas trop. Et pas trop, pourquoi? Parce que j'ai quand même passé 2 ans chez Kantar, boîte très respectable, mais je pense que c'était les pires années de ma vie parce que j'ai beaucoup souffert derrière la vie de Santin à entendre les consommateurs dire des âneries. Pardonnez-moi. Je dis pardonnez-moi à vous en général. Alors... Ta chaussette pour ton stage, t'es allé interviewer ou écouter des mamans? Oui, mais c'était des mamans qui exprimaient, qui donnaient une information, voire une création. Ouais. Là, ce dont je parle dans les boîtes d'études, ce sont des gens qui jugent un existant. Et en fait, moi, je rappelle toujours que le parfum de Thierry Mugler, Amen, a été rejeté en test par les consommateurs à près de 80%. Et Thierry Mugler a dit je peux savoir les raisons du rejet? Et les raisons du rejet, c'était parce que ça fait religieux ou homo. Et Thierry Mugler mène. Amen. Okay. Et Mugler a dit c'est bien pour ça qu'on va le prendre. Parce que moi, ce que je cherche, et merci Thierry Mugler, c'est des aspérités. Twingo a été rejeté, je crois, 90%. Trop ludique. Donc, rarement parmi les consommateurs, tu as des grands créateurs de noms. Et en revanche, ils sont très prompts pour juger et casser un nom. Donc, ça ne m'intéresse pas. En revanche, discuter avec le client. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dès que tu interroges les clients, et en général les décideurs, quand tu vas présenter les noms, tu réduis le risque que les clients disent « Ah, mais j'aime pas. Ah, mais je comprends pas pourquoi. » Non, parce que on a parlé, on a fait un brainstorming ensemble, on a vu que c'est difficile. En plus, pour moi, c'est une grande aventure qui se lance. Mes brainstorming, ils sont...
ultra ludique. Je l'ai fait dessiner, je l'ai fait chanter. On fait des jeux avec des mots. Ils sortent de là, au bout de 2 heures, ils ont des étoiles dans les yeux. Ils ont vécu un truc différent du boulot d'habitude. Et après, c'est mes potes, quoi. Et après, on fait un truc entre potes. Et c'est ça qui est bien. Donc, pour moi, le remue-ménage, c'est un outil pour embarquer tout le monde. Onboarding d'embarquement. Ouais. Ok. On a généré donc des noms de marques. Tu nous as donné quelques exemples de ta méthode. Tu arrives à 200, 300 noms. Ouais. Il faut filtrer. Ouais, il faut filtrer. Ouais. Et alors là, le filtrage, on en a un petit peu parlé, mais on a des filtrages d'ordre donc sémantique. Est-ce que le nom, court ou moyen, il renvoie avec des choses très positives. Donc par exemple, moi, je vais citer un nom que je n'ai pas créé pour te montrer que je suis objectif, mais si je prends une marque comme Ebly, qui est cette marque de blé à cuire, c'est pas moi qui l'ai faite, mais je trouve que c'est une excellente marque. Parce qu'en fait, je pense que Ebly a été fait sur épi de blé, et en fait, Ebly dit le blé sans le dire. Et ça, c'est le summum de la marque. C'est quand on arrive à dire sans dire. Là, récemment, j'ai créé une marque dans le même ordre. Alors, c'est assez intéressant parce que c'est d'un point de vue social, on est en plein dedans, de sociétal. Il y a le problème des EHPAD. Et donc, il y a des gens qui ont l'idée de, au lieu d'envoyer les petits vieux dans des mouroirs, de venir chez eux et d'adapter leur environnement à eux. Parce que qu'est-ce que veulent les vieux? C'est rester chez eux. Donc moi, j'ai dû trouver la marque de cette société qui va chez les anciens, fait un audit et dit je pense qu'il faut changer le fauteuil parce que vous êtes mal. Là, on va mettre un truc pour le fauteuil roulant quand il arrivera. Voilà. Et la marque, je l'ai appelée Zelder, Z-E-L-D-E-R, parce que ça vient de l'anglais The Elder, les anciens, que j'ai contracté pour faire Zelder avec un Z. Voilà. Et en fait, c'est typiquement une marque qui, quand on commence à la décortiquer, va arriver au sujet. Ou par exemple, l'offre de Sodexo, une offre hybride pour tickets restaurant, livraison, qui s'appelle Tocla, T-O-Q-L-A. Ça aussi, ça a été construit sur la toque du chef, et hop là, schlac. Et pareil, quand on a fait un petit peu, on a regardé, pareil, c'est une marque, quand on la décortique, elle est très positive, et elle génère plein de bonnes réactions. Donc ça, moi, je regarde ça. Les critères qui fait que je vais présenter, c'est ça. Donc les critères qui font que sur les 200, tu vas choisir les 20, c'est une vingtaine que tu vas shortlister sur ce genre de critères-là. Exactement. Est-ce que c'est, on en a parlé tout à l'heure, mais est-ce que c'est à ce... Je parle trop vite et j'avale mes mots. Est-ce que c'est à ce moment que tu inclus peut-être le juridique pour voir si c'est déposé, que tu vérifies un nom de domaine, que tu vérifies l'international? Est-ce que mon nom dans une autre langue veut dire... C'est exactement ça, tu as raison. On va dire que j'en fais 250, je vais en présélectionner une centaine, et là arrive le moment le plus dur pour moi, parce que souvent une bonne idée... Voilà. Moi je dis toujours que Onomature, c'est comme un orpailleur. En fait, c'est comme en fait les personnes qui cherchent de l'or, qui tamisent l'eau et les graviers pour trouver de l'or, pour trouver une pépite. Moi c'est pareil. Et donc là, je tamise avec mon petit tamis là. Et c'est là que c'est bien difficile parce qu'il y a effectivement les classes, on va commencer par le plus dur, les classes du juridique. Donc il y a 44 classes. Si tu fais un truc dans le parfum, c'est la 5, c'est la 3, pharmaceutique la 5, voiture les 12. Et là, alors là, c'est là, malheureusement, il y a beaucoup de boîtes qui font pas gaffe. C'est-à-dire qu'ils vont tomber sur quelque chose, ils vont se dire, oh là là, il y a quelqu'un qui existe déjà en classe 29, la classe de l'alimentaire. Oui, mais pourquoi ? Donc il faut creuser un petit peu. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et il y a effectivement l'URL. Donc pour moi, comme je le disais, le plan, c'est vraiment pas l'histoire du .com, c'est vraiment le SEO. Il y a plein de... dans le cas de Perpète, il s'appelle .co. Ils n'ont pas été chercher le .com et le .fr qui n'était pas disponible. Ils ont pris .co. Donc il y a ça. Alors le linguistique, là on commence vraiment à rigoler. C'est-à-dire qu'il y a des noms, on me demande, il faut un nom mondial. Alors moi, j'ai un réseau de correspondants de 25 personnes dans le monde, qui sont des gens que j'ai connus au fur et à mesure de ma carrière, qui ne sont pas forcément des universitaires, pas forcément des marketeurs, qui sont un peu des fois le mélange et qui sont capables, sous couvert d'anonymat, de dire, voilà. Ça arrive, hein, j'ai le plus de problèmes que j'ai, c'est avec le basque, le chinois, le japonais, il m'en manque une. Exemple, basque, chinois, japonais. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est des langues qui
qui échappe un petit peu je sais pas, au terrain battu. Par exemple, c'est vrai qu'il y a un ensemble roumain, italien, espagnol, portugais, français, et en général avec une racine, on y arrive. Et puis vous avez ces langues qui sortent de nulle part, le finnois aussi. Il faut quand même savoir que la Clio de Renault, Clia, ça veut dire gratte-moi en finnois. Donc elle s'appelle Lutèce ou Lutetia, je crois, là, en Finlande. Et par exemple, il y a pire que gratte-moi. Il y a pire, oui. Ça aurait pu être pire. Mais justement, en parlant de pire, il y a une fois, j'ai travaillé pour... et j'en suis un peu honteux. C'est la seule fois que j'ai travaillé pour un truc militaire, donc avec l'aérospatiale. Et donc, on est sur un nom de missile, donc c'est pas joyeux. Et voilà. Bon, non, mais pardon. Je l'ai fait qu'une fois. J'allais te challenger. Moi, je ne juge pas. Non, mais on en a besoin de temps en temps. Hein. Bah, c'est intéressant par ailleurs. Et comment dire, je suis arrivé sur un nom et on m'a dit qu'en mandarin, ça voulait dire je viole ta sœur et je la tue. Et alors, pour l'anecdote, le général a dit, enfin, en même temps, c'est un missile. Donc, c'était bon. C'est pas très 2025 comme humour, mais voilà, c'est le commentaire que j'ai. Mais il faut relativiser. Je veux dire, c'est impossible d'avoir. Le seul nom que j'ai trouvé qui n'a jamais eu aucun problème dans 30 pays, c'est un nom pour un satellite que j'ai fait il y a très longtemps qui s'appelait Keo, K-E-O. Et alors, lui, c'est comme Lego. C'est comme, comment il s'appelle, Evian, ça voulait dire un truc génial dans toutes les langues. Ça voulait dire bijou en chinois, ça voulait dire, c'est fou. C'était magique. Mais sinon... Mais donc c'est le seul, enfin tu dis ça, j'entends l'exagération, mais oui. En 25 ans de carrière, oui, parce que chaque sinon, nom, il peut y avoir... il peut y avoir des problèmes. Donc le nom parfait, ça n'existe pas? Non, ça n'existe pas. Sauf Keo. Après, tu as des exemples. Hein. Je veux dire, moi, je suis quand même stupéfait qu'il y ait quand même une Audi e-tron qui existe sur le marché en ce moment. Quoi. Bah, on est d'accord. Et puis, je précise, attention... Et la poste allemande qui se lance en France avec DPD. Et ben voilà, j'allais y arriver. Ah, pardon. Alors, non, mais tu vois, DPD, alors, c'est quand même gênant. Jean-Paul, il y a DPD à l'accueil, ils ont un gros paquet pour toi. Moi, ça me fait rire, ça fait pas rire les gens qui ont 20 ans, et je les comprends, hein, je suis très LGBTQ, mais ça, j'en ai parlé d'ailleurs avec la société en question, hein, parce qu'avant c'était Chronopost, qui m'a dit oui, mais DPD, je crois que c'est allemand, et ils en avaient rien à faire. Deutsche Post, quelque chose. Deutsche Post, machin, ils en avaient rien à faire en arguant du fait que si vous prononcez Nike différemment, ça va pas être top. Faut quand même se rappeler que... Et d'ailleurs, Nike vient d'une déesse. D'une déesse qui veut dire la victoire. Oui, mais on dit Nike. Ouais. La déesse Nike. Sega, en italien, c'est pas top. Hein. Farsi una sega, c'est un plaisir masculin individuel. C'est pour ça qu'en Italie, ils disent siga, pour pas avoir la sega. Ok. Mais j'en ai des tonnes, des exemples. Mais quelquefois, il y a des bêtises. Il y a eu quand même... Les trons, je me suis quand même toujours posé la question. Enfin, l'e-tron. L'e-tron, mais bon... Non, mais il y a eu des bêtises. Il y a eu la Toyota MR2. C'était pas mal, ça. Ça, c'était quelque chose. Dans ton filtre, j'imagine qu'il y a... Tu m'as dit le juridique, c'est important aussi, mais ça, on y viendra après, je pense, quand on le dépose. L'usage, la simplicité, est-ce que ça, c'est des choses... tu peux avoir des noms qui peuvent avoir une sémantique riche, on dit ça, oui. qui raconte une histoire, mais qui sont peut-être un peu complexes par rapport à d'autres qui sont très simples. Alors, c'est vrai que je vais... Et en même temps, c'est subjectif, pardon, je t'ai interrompu, mais c'était pour terminer ma question. Et en même temps, c'est subjectif, l'usage, la simplicité. Alors, c'est vrai qu'il y a des noms, quelquefois, si tu butes sur l'addiction, ça peut être un problème. Moi, j'ai plutôt vers des marques qui semblent, alors c'est compliqué à expliquer, mais évidentes. D'ailleurs, quand je travaille avec des gens qui se lancent dans ce métier, je vois bien, face à une liste, ils n'ont pas les mêmes réflexes. Quelqu'un qui est bon en création de noms, il va tout de suite identifier la marque qui est facile à dire, qui a une sonorité. Après, il n'y a pas tellement de règles, si ce n'est que scientifiquement, les noms avec des allitérations se retiennent mieux. C'est-à-dire... C'est quoi une allitération ? C'est un son qui se répète, comme par exemple Coca-Cola, Kit Kat. Donc ça, quand tu répètes des sons, apparemment, le cerveau les enregistre plus facilement. Cosa Vostra. Cosa Vostra, qui est un très bon exemple d'un mot avec des allitérations qui se retient bien. Dans la simplicité, quand on préparait l'épisode, tu me donnais 2 exemples, le Royal Mail et les PTT. 2 exemples contraires presque, enfin. Ouais, qui sont des bons exemples de changement de nom. Quand on nous demande de changer un nom, moi je demande toujours, mais est-ce qu'il n'y a pas déjà dans la société, dans l'usage des pistes, l'anecdote sur les PTT, Poste et Télécommunications pour les plus anciens d'entre nous,
Quand il a fallu changer, il y a quelqu'un qui a dit, mais comment ils disent les gens en fait? Et les gens disaient, bah, moi je vais à La Poste. Eh ben ok, on n'a qu'à appeler La Poste. Et de l'autre côté de la Manche, les Anglais, je ne sais plus pour quelle raison, avaient voulu changer Royal Mail en Insignia, et ça n'a jamais marché. Ils se sont rétractés au bout de 2 ans et demi, ou 3 ans, je ne sais plus. Parce que les gens étaient habitués à Royal Mail. À quoi sont habitués les gens? Si c'est possible, il faut garder ça. Moi, je suis pas un partisan de tout chambouler, tout recréer, s'il n'y a pas déjà quelque chose d'existant qui est simple à utiliser. Dans le filtrage, il y a un autre truc que je me demandais, c'est l'impact, l'effet, le biais que peuvent introduire les modes. Tu sais, dans les années 90, pour les plus âgés d'entre nous, il fallait que tu aies 2 O à la fin de ta marque, ou Anadou, ou les ou is, les deux. C'était quoi is? Bah, tous les noms en is, Itinéris, Ah oui, c'est ça, les is. Yaris. Oui, d'où d'ailleurs Ouais. la blague dans Astérix avec Mission Cléopâtre. Ouais. Un peu plus tard, il y avait les Li, L-I ou L-Y. Ouais. Ça, c'est au début des Ouais. années 2010. Si En je ce dis pas de moment, bêtises. c'est EO en ce moment. Comme EO, Citéo, beaucoup de EO. Ouais. Ça fait grec. Ça fait grec, ça fait latin, d'une manière générale. Latin au sens, tu vois, espagnol, portugais, enfin bon, c'est brésilien. Dans tes filtres, ou dans les filtres de tes clients, ou dans les demandes parfois, comment tu fais fi justement des effets de mode sur les noms? Bah, je me l'interdis. Il y a un de mes concurrents qui a sorti il n'y a pas longtemps Emeis pour remplacer la boîte un EHPAD qui a Orpea. Orpea. Et on a eu un échange assez vif et je lui ai dit mais la seule manière de ne pas avoir un nom en I, c'est de ne pas le proposer. C'était aussi simple que ça, cher confrère. Donc, je me donne comme règle de ne pas proposer de nom en I, de ne pas proposer de nom en OU et de ne pas proposer de nom en EO. En ce moment. En attendant la prochaine mode. En attendant la prochaine mode. Après, il m'est arrivé il y a 3 ans de proposer un nom en IS, mais qui était un nom composé, parce que c'était un nom latin, c'était juste extraordinaire, qu'on ne pouvait pas trouver mieux, donc il ne faut pas être non plus trop rigoriste, mais il y a le problème, ce que comprennent quelquefois mal mes clients, c'est que on reçoit, c'est quoi la stat, 157 messages de marque par jour, chacun, encore un truc plus, comme ça, je crois, 800, non 800, ouais. Donc, s'il y a beaucoup de choses en IS, ça crée déjà une pollution, ça crée déjà une perturbation. Donc, autant aller ailleurs. Et en plus, je me suis rendu compte avec le temps que dès qu'il y a une grosse boîte qui choisit un nom, tout le monde suit. Et d'ailleurs, petite parenthèse, il faut quand même savoir que, et ça, c'est pas pour faire le malin, mais j'avais trouvé Vivendi 5 ans avant que ça sorte, Meta 5 ans avant que ça sorte. Tous les noms des plus grosses boîtes, je les avais 5 ans avant. Sauf que le décideur ne le prend pas. C'est-à-dire que c'est comme quand il y a une nouveauté, une innovation qui sort. Attends, pardon, Ouais, tu l'avais trouvé tout seul dans ton coin ou tu étais missionné pour? Bah, ou je l'ai croisé dans une mission et que ça n'a pas été pris, et puis après c'est quelqu'un d'autre qui le prend parce qu'on arrive à peu près aux mêmes racines. Le cas de Vivendi est intéressant. Pardon, tu l'avais trouvé pour un potentiellement Bien notre sûr, client. bien sûr. Oui. Mais ça n'a pas été pris. Meta, c'est pas mal. Oui, mais Meta, c'est parce que moi, ça veut tout dire. En plus. Pour moi, c'était indéposable, Meta. Ouais. Meta, mais bon, on n'est pas Zuckerberg, quoi. Alors, j'y viendrai après, mais qu'est-ce qu'on peut déposer? Si tu peux nous faire un tout petit... comment on dit un que sais-je en pays, ça peut être intéressant. Typiquement, en nomature, je pensais pas que tu pouvais le... Pourquoi? C'est un nom commun? Les noms communs, tu peux non, parce que c'est pas un nom commun courant. Je crois même pas qu'ils soient dans le dictionnaire. Ça fait partie de ces mots qui sont sur le seuil du dictionnaire. Et c'est ça qui était intéressant. Ce que tu peux pas faire, c'est que tu peux pas déposer céréales pour une marque de céréales. En fait, pour faire très simple. Oui, ok, compris. Tu peux pas être... Mais tu peux déposer céréales pour une marque de voiture. Ben, et c'est d'ailleurs, tu pourrais. Et c'est d'ailleurs pour ça que Orange et Apple marchent si bien. Merci. On a écrit un cahier des charges. Ouais. C'est un peu... c'est pas génial de parler comme ça. Vous avez, chers auditrices, chers auditeurs, posé un cahier des charges. Vous avez généré ou avez fait générer des noms de marques. Vous les avez passés au filtre et au tamis pour garder les meilleurs. Il faut valider, il faut décider. Est-ce que c'est un process long? Est-ce qu'il y a des pièges à ce moment-là? Est-ce que... Quel conseil tu peux donner? Alors, le conseil que je peux donner, c'est de bien encadrer la décision, le choix du nom. Et pour ça, il faut bien expliquer que c'est pas la gaudriole, le choix du nom. Je vais vous donner un exemple. Alors, je vais le dire sans le dire. J'ai travaillé longtemps pour un constructeur automobile français
Ça donne 3 options. Et le comité d'appellation de ce constructeur français était le vendredi à 17h. Je ne dirai pas où, parce que sinon je révèle le nom du constructeur. Et le comité d'appellation marketing était composé de 4 mâles alpha blancs de plus de 50 ans. Et systématiquement, c'était la foire à la blague. Quel que soit le nom que je présentais, j'en avais marre. Et donc, j'ai demandé un jour à un graphiste que je connais bien, je lui ai dit, tu vas prendre tous leurs noms de bagnole, et tu vas les changer pour faire une blague. Et donc, je suis arrivé ce jour-là, je m'en souviendrai, parce que là, c'est qui tout double. Hein. Ou tu restes, il rigole, ou tu dégages. Et j'ai appuyé avec mon petit index là sur l'ordinateur, et il y avait les slides de PowerPoint où on voyait des horreurs sur leur propre bagnole. Et il y a eu un petit silence, il y en a un qui a rigolé, tout le monde a rigolé, et après j'étais peinard pour toutes les créations de noms. Mais ça m'est arrivé récemment avec quelqu'un qui faisait une bière et qui adorait un client très compliqué, qui n'arrêtait pas de se moquer, et on m'avait dit il aime bien la chouffe et la goudale. Donc moi j'ai commencé la presse en montrant la schnouf et la goudou, avec le même packaging. Donc je dis vous avez compris ? On peut toujours détourner un nom, on peut toujours se moquer. Et les constructeurs, moi je leur montre en général une superbe Mercedes coupée. Il n'y a pas marqué Mercedes, c'est marqué Dolores. Je dis n'oubliez jamais que la plus grande marque de voitures de luxe du monde allemande a un prénom espagnol. C'est Conchita. Donc réalisez quoi. Et en fait, ils se rendent compte. En fait, on va anticiper, enfin on est dans le choix du nom. Ce que moi j'attends d'un client, c'est une capacité à se projeter. C'est-à-dire à comprendre qu'un simple mot peut devenir une marque. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Je vais pas révéler comment ici, aujourd'hui, maintenant, mais je fais des petits tests, des petites questions à mes clients au début pour voir si la personne, elle a cette capacité de projection. Je peux te dire qu'il y a des créations de noms, la personne ne l'a pas et ça peut durer longtemps. Hein, parce qu'elle n'arrive pas à se projeter, la personne. Et puis t'en as, par exemple, le président de Jocelyn Olive de Napa Caro, pour ne pas le nommer, j'ai vu en 30 secondes qu'il avait une capacité extraordinaire à se projeter. Il y a cette superbe citation du dramaturge Alejandro Jodorowsky qui dit « Un oiseau né en cage croit que voler est une maladie » ou un truc comme ça, je ne sais plus. Bon, en tout cas, un truc qui dit « Quand tu as été habitué à voir les choses d'une certaine manière, tu ne peux pas les voir autrement. » Tu me demandais, est-ce qu'il faut un don ? Je pense que... Il faut un client qui comprenne et qui s'intéresse, Il faut un onomaturge, quelqu'un qui voit ce qu'un mot peut devenir, et il faut un client qui le comprend, qui le comprenne. Okay. Donc, ça, c'est dans le choix et la validation. J'imagine qu'il y a aussi des choses assez pragmatiques aussi. Est-ce que ça s'illustre bien ? Est-ce qu'on peut en faire... est-ce que ça se retient ? Est-ce que la concurrence dans ce choix final et de la validation ? Alors, il y a aussi moi, j'ai un parcours où j'ai toujours fait la création de noms, mais moi, j'ai un parcours d'agence de branding, de design, donc j'ai aussi un œil. Et c'est vrai que je souligne souvent les capacités, les qualités graphiques du nom. Je pense à... j'ai été 10 ans en poste au Moyen-Orient, à Dubaï, entre 2005 et 2014. Et en fait, je devais nommer le nom du plus grand magasin de luxe, de chaussures de femmes de luxe. Et le brief, c'était, il fallait que j'imagine des longues jambes et des stilettos, des chaussures infinies, etc. Et donc, moi, je suis arrivé à level, qui veut dire donc le niveau, sauf qu'on a écrit level avec les deux L qui se font face. C'est un palindrome, c'est-à-dire que c'est un mot qui se lit dans les deux sens. Et donc, quand on met les deux L face à face, on a Ève au milieu. Donc, la femme. Et en plus, ça marche aussi en arabe, c'est Hawa. Et donc, c'est presque la même racine. Et donc, j'avais vu ça. J'avais vu que, waouh, dans level, on peut faire un truc avec les lettres. Il y a, d'ailleurs, petite parenthèse, puisqu'on est dans cette région du monde et qu'on parlait d'international, je me souviens où il fallait que je trouve le nom d'un resort en Transjordanie, oui, de l'autre côté du Jourdain, donc entre la Jordanie et Israël. La Cisjordanie ? C'est la Transjordanie ou la Cisjordanie ? La Trans, je crois. Moi, je sais plus. Bon. Et en fait, j'avais trouvé sur la mer Morte, et la mer Morte, l'eau, le niveau de la mer, c'est moins 456 mètres, et en fait, il n'y a pas d'UV. Donc, la lumière exceptionnelle. Et j'avais trouvé que en arabe,
La douce lumière, ça se dit Samara. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Samara en grec, ça veut dire les graines de la vie. Et ça tombait bien pour une région du monde où l'eau du Jourdain vient à manquer, et puis tout ce qu'on sait. Oui. Et en fait, et là je finis l'histoire parce qu'elle est juste fabuleuse. Après, il faut faire un logo. Et j'avais une designer libanaise qui s'était rendu compte que l'ombre de Samara en latin s'écrivait aussi, ça voulait dire Samara en arabe. C'est la seule fois de toute ma carrière où j'ai vu un mot. Et pour la petite histoire, malheureusement, le logo n'a pas été choisi puisque l'arabe était l'ombre du latin. Avait dit le CEO. Et c'était pas l'inverse. Et voilà. Il aurait fallu l'inverse aurait été. Et donc oui, la graphie très importante. Attends, c'est hyper. Je l'ai écrit sur mon PC pour le visualiser. L'ombre projetée de Samara, écrit en alphabet latin, faisait Samara en arabe. Okay. Et si ça avait été l'inverse, je pense que c'était le logo le meilleur logo du monde de l'année. Ouais. Et donc des coups de cœur existent. Tu m'as dit au début les coups de cœur n'existent pas. Il y en a. Non mais Samara, l'alignement des planètes ou le. Tu en as clairement. Donc Phébus en a été. Alors récemment j'en ai eu un, mais les coups de cœur c'est souvent lié. C'est individuel. Il y a des fois des évidences, tu vois, par exemple. Parce que ce que je dis à mes clients, c'est qu'il n'y a pas de coup de cœur possible pour les calmer. Je dis, le fameux effet waouh, surtout pas avec moi. Ça va venir, mais quelquefois ça arrive. Tu vois, tu as un pote qui se fait virer de France Télévisions et il veut créer une application où on va savoir ce qui se passe sur des événements, ce qu'on en disait il y a 30 ans. Genre, qu'est-ce que les gens disaient du plastique il y a 30 ou 40 ans alors c'est un truc avec l'INA, etc. Et Frédéric me dit, je lui dis, mais t'as un nom? Il me fait, ah bah j'ai un nom, mais c'est pas ouf, j'ai pensé à Info d'autrefois. Je fais, ah ouais, c'est pas cool. Et comme c'est un malin, il me dit, bon bah allez, viens, on va en parler, on va boire une bière, on boit une bière. Et c'est un peu comme le jogging, tu vois. Je précise que je ne bois pas en travaillant, mais bon là, ça a eu son effet. Et au bout d'une bière, je lui fais, mais pourquoi tu l'appelles pas Newsterday, ton truc? Et il a fait, oh putain, Newsterday. Bon bah voilà, il l'a déposé, il est heureux. Et ça, New comme yesterday et comme news et comme news et yesterday, c'est un mot valise anglais. Newsterday, ça lui a coûté 5 €. Elle était pas chère ta bière. Non. Ok, on était sur la validation. Ouais. Et tu l'as dit, hein, on l'a dit en intro, mais il faut qu'il y ait un univers sémantique riche, que ça raconte quelque chose. Faut qu'il y ait une histoire. Faut qu'il y ait une tu histoire. peux avoir un super nom qui n'a pas d'histoire. Enfin, pardon. Et du coup, ne pas le choisir, ne pas le oui, voilà. Au final. Moi, je suis très mal à l'aise quand un client, ça arrive heureusement pas trop souvent, me dise je veux pas d'histoire, je m'en fous, moi je veux un truc qui sonne bien. C'est très compliqué. Quelquefois, j'ai même le client qui n'a absolument aucun brief. L'exemple que je peux te donner, c'est arrivé il y a 3 ans, des pharmaciens du côté de Roubaix qui disent on va créer une bière de luxe. C'est-à-dire on veut créer une bière qui va être vendue une blinde, 6, 8, 10 degrés. Pourquoi ? Parce et le point de départ, c'est que Sharon Stone, quand elle était au Festival de Cannes au moment de la sortie de Basic Instinct, c'est devenue une méga star et elle a dit c'est catastrophique, quand j'allais en boîte, en dehors des alcools forts et des cocktails, il n'y a rien pour une femme. Il n'y avait pas un alcool qui ne m'aurait pas mis de travers et c'est très dangereux à cette époque. Et eux, ils se sont dit mais pourquoi elle n'a pas pris une bière ? Et donc, ils ont fait une bière ultra qualitative. Avec un packaging un peu à la comment ça s'appelle le champagne des moines là, zut. Pérignon. Merci, Dom Pérignon qui brille dans et c'était ça le brief. J'avais rien. Et donc ils m'ont dit Olivier, ton boulot c'est de nous trouver l'histoire. Et en fait je suis parti de quoi ? J'ai réfléchi. Ils avaient le nom et tu trouves l'histoire ? Non, ils avaient rien. Okay. Ils avaient une bière de luxe, c'est tout. Là, on est vraiment au tout début. Et je me suis dit, mais en fait, dans quelle situation on est content de boire une bière ? Bah, je sais pas, j'ai fait du sport. Et on dit, je l'ai bien mérité. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a bien mérité ? Et je suis arrivé à Punition. Donc, la bière, la 6 degrés, c'est appelé Punition. Et la signature, c'est, vous l'avez bien mérité. À partir de là, je me suis dit, ok, Punition, on va vers où ? On avait 3 possibilités. C'était soit l'univers... internat de jeunes filles à une époque pampan-cucu, soit on avait l'univers empire d'essence, sadomasochisme japonais, ou soit l'univers Fight Club, Brad Pitt, on se fout des torgnoles et qu'est-ce qu'on kiffe. Finalement, ils ont pris ça, noir et blanc, avec le photographe Gérard Rancinan, que je vous invite à aller voir, univers incroyable. Donc on a fait la punition 6 degrés, après je leur ai fait la récidive 8 degrés,
La signature, c'était « La punition vous a pas suffi ?» Et la dernière, c'est la confession. 12 degrés, c'est au point où on en est. Voilà. Et donc là, j'adore cet exemple parce que c'est vraiment quand la création du nom est au départ de tout en fait, de toute la marque. Gérard Rancinan, R-A-N-C-I-N-A-N. Ouais. Si vous voulez aller voir un univers ce photographe, très, je vois. très fou, très baroque, très... Un peu dur. Hein. Un peu dur. On a validé un nom, il faut le communiquer. Est-ce que tu accompagnes les marques là-dessus rapidement? Est-ce qu'il y a des choses à faire, à ne pas faire? J'ai 50 millions de consommateurs qui sont habitués à mon nom depuis 50 ans. Je m'appelle les PTT. Le jour où je deviens la Poste, c'est quand même un sacré enjeu. Il y a aussi en interne. Ça fait 20 ans que je bosse pour la Poste. Enfin, pour les PTT, c'est quoi ce nouveau nom? En fait, c'est pour ça que le remue-ménage, le brainstorming de départ est important parce que il va permettre d'habituer déjà le premier cercle du client à adopter le nom. Et après, moi, j'accompagne effectivement beaucoup mes clients dans comment on va communiquer le nom aux clients, aux partenaires, et quelle histoire on raconte. Si je prends l'exemple alors il y a un exemple que je peux citer, parce qu'il recoupe beaucoup de thèmes dont on a parlé. J'ai changé le nom d'une société de réassurance, donc c'est les gens qui assurent les assureurs quand ça va vraiment très mal, genre tsunami, tempête. Il s'appelle le CCRRE, donc c'est très compliqué. Et moi je suis parti d'une fable, puisqu'on parlait d'histoire, de La Fontaine, le chêne et le roseau, dans laquelle le roseau, au moment de la tempête, se fait déraciner, et le chêne se fait déraciner, pardon, et le roseau plie mais ne rompt point. Et en latin, roseau, ça se dit arundo, A-R-U-N-D-O, donc avec un peu de temps, pas de coup de cœur, mais le nom s'est imposé. Pour la petite histoire, l'anagramme de arundo, c'est around, donc on a fait en anglais la signature around, always around, arundo, always around, toujours avec vous. Et j'ai accompagné le client pendant 3 mois à distiller sur LinkedIn petit à petit, comme un teasing, attention, le CCRRE va changer de nom. Et si la littérature française pouvait nous inspirer des noms. Et voilà. Et donc un reveal, un espèce de reveal qui a duré 3 mois et qui a fini le 16 janvier avec une révélation à l'Opéra Comique où grosso modo je suis monté sur scène avec la bénédiction du client pour expliquer, le client a tout raconté, sachant qu'en interne, 2 heures avant la grande révélation publique, l'interne avait eu une séance privée. En fait, le secret, c'est qu'il faut faire du changement de nom un événement fondateur et non pas un trauma. Donc, ça veut dire que quelquefois, je suis amené à travailler avec le client en interne, à envoyer des messages en expliquant. J'ai même fait pour un client une conférence devant 500 personnes. J'ai un module sur la création de nom qui dure 45 minutes, que je fais avec des agences, que j'ai même fait des fois avec un média, où je raconte même un festival de littérature à hauteur de mots à Tours, où j'ai fait un show de 45 minutes sur la création de nom, qui d'ailleurs recoupe beaucoup de choses qu'on a dit, et où j'explique, où je fais jouer les gens. On fait des quiz, je les fais travailler. Et quand on fait ça, tout d'un coup, la création de nom, ça devient un truc ludique. Je sors les épouvantails dont on a parlé, le juridique. Alors les gens se disent « Ah oui, c'est compliqué ». Parce que la légende urbaine, c'est quand même un nom, on trouve ça avec une bouteille de pinard le vendredi à 18h, et puis c'est fastoche. Bon. Et moi, je casse ça. Je montre, regardez comme c'est difficile, mais regardez comme ça peut être ludique. Et en général, voilà. Et donc, j'accompagne beaucoup les clients, oui. Mais tu sais, ça a été très loin. Il y a même une fois, l'accompagnement, ça veut dire, tu as une lutte entre le PDG et le DG, chacun a un nom, et le PDG qui me demande de trouver toute la négativité possible sur le nom du DG. Ça arrive. Ça, c'est... ça prend du temps aussi. Hein. J'en discutais avec Quentin justement de Blissim, qui s'est appelé Birchbox avant, et qui encore avant s'appelait merde, je l'ai plus en tête, mais bref, et il me disait 5 ans après le changement de nom, il y a encore des gens qui utilisent l'ancien. Alors c'est pas Orange, mais c'est quand même une boîte qui fait 50 millions d'euros de CA, qui a beaucoup de clients, de la fréquence d'achat forte, élevée. Tu vois comme ça, tu as déjà vu des noms qui restent ou qu'on a du mal à faire passer? En fait, moi, alors c'est peut-être à cause de mon métier, mais moi, j'ai pas de peur et de crainte devant le changement de nom. On a tous bouffé du Red Air et on bouffe tous du Twix. Tu vois?
Non, mais je me souviens à l'époque, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Alors Orange, c'est un bon exemple parce que, en plus, moi, j'étais dans une autre agence en 2000. Orange, c'était quoi? C'était France Télécom C'était avant. France Télécom. Oui. Et moi, j'ai géré la mutation de France Télécom à Orange. Et je me souviens. Alors, Orange est un exemple intéressant. Il mérite qu'on s'arrête 2 secondes. Parce que une des choses que je fais pour habituer mon client, c'est que je dialogue avec lui. Et très souvent, notamment si c'est un CEO, je lui dis, mais c'est quoi votre marque préférée? Et je te jure, dans 80% des cas, ils me disent Orange. Et moi, je dis, ah ouais? Parce que vous, en 97, alors qu'il y avait France Télécom, Belgacom, Deutsche Telekom, Telecom Italia, Telefonica, vous seriez arrivé en disant Orange. Le mec qui a trouvé Orange, il s'appelle Hans Snook. C'est un trotskiste. Il adorait la phrase The future is bright, the future is red. Il l'a remplacé par Orange. Et à l'époque, il s'est fait démonter. Donc, excusez-moi. Et je me souviens, quand on a géré le passage de France Télécom à Orange, je me souviens, les gens de France Télécom disaient mais jamais, jamais les Français iront vers Orange. Ce en quoi ils n'avaient pas forcément tort, puisqu'à l'époque, il y avait sur les bouches de connexion, les cabines, tout était France Télécom. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que la technologie évolue, que personne n'est irremplaçable et qu'au bout d'un moment, et surtout, et moi j'y crois, en termes de nom pur et simple, Orange a beaucoup plus de potentiel que France Télécom. Mais tu l'as dit tout à l'heure, c'est pour moi au niveau d'Apple. Et pour moi, c'est au niveau d'Apple. Apple est un très bon exemple. D'ailleurs, si je peux donner une petite recette à tous les auditeurs, c'est souvent un bon plan d'aller chercher un mot d'un univers pour le mettre sur un autre. Je suis pas en train de dire qu'il faut mettre banane sur une voiture. Certainement pas, faut pas exagérer. Mais quelquefois, on trouve un nom d'un univers qu'on déplace. Ils l'ont fait, hein, ils sont allés chercher un étron et ils l'ont mis sur une... Pardon. Mais on voit bien que ça, c'est bon. Après, pour rebondir sur ta question, il y a un truc important, c'est que le nom n'est pas tout seul. J'ai toujours mes clients, arrêtez de penser que le petit nom, il est avec ses petites papates et qu'il se présente tout seul devant le consommateur. Il y a la signature, la petite phrase qui va avec. Always around. Always around. Il y a la communication, il y a la pub qu'on va faire, il y a des ambassadeurs de la marque. Pourquoi ce pauvre nom? Pourquoi penser que le nom va... Ils en parlent souvent comme si il est tout seul, non? Je sais plus à quel moment on a dit ça, je pense que c'était en préparant l'entretien ou quand je lisais un peu de littérature à ton sujet. Je sais pas quelle est l'expression en anglais, mais le nom c'est un conversation starter. Ça lance une conversation. C'est le début d'une histoire qui se raconte ensuite. Moi je dis toujours oui à la conversation, non au compromis. Donc le compromis, c'est le compromis mou, c'est-à-dire un nom qui fait plaisir au DG et au PDG. Fait plaisir au DG et au PDG, à tout compris, et à tout le monde, et aussi aux consommateurs derrière la vie de Santin. Et en fait, souvent, c'est un truc banal. Non, il faut déclencher une conversation. Perpète, c'est un très bon exemple. Perpète. Punition, c'est un excellent exemple. Punition est un excellent. On aime ou on n'aime pas, mais on ne peut pas ne pas en parler. On ne peut pas en parler. Alors, il ne s'agit pas d'être dans la négativité. Mais moi, j'ai quand même la croyance selon laquelle un bon nom, il y a une petite aspérité. Je vais même aller plus loin. Moi, je suis de ceux qui pensent que ce qui va faire la beauté ou le succès ou l'intérêt de quelqu'un ou de quelque chose, ça passe par un défaut. Tu vas avoir, si on prend un univers différent, tu vas avoir 10 mannequins blondes aux yeux bleus. Comme par hasard, celle qui va se distinguer, elle a une petite tache de rousseur à l'angle ou elle a une petite cicatrice. Et moi, je crois beaucoup à ça. Donc Perpète, il n'est pas totalement vierge, totalement nickel. Perpète, c'est quand même la prison à vie. Pas grave, il y a un truc. Punition, c'est un bon exemple. Mais le nombre de marques, je veux dire, qui sont dans le marché, je veux dire, la Redoute, on redoute pas la Redoute. Les 3 Suisses, je veux bien qu'ils soient 3, mais c'est un truc qui doit aller vite quand même. Suisse, il y en a tellement. Carrefour, c'est pas une dinguerie quand même comme nom, un Carrefour. Pourquoi pas oui, rond-point, quoi. Ouais. Tu as le bon coin. On a parlé de la méthode, ouais. Je la rappelle, un cahier des charges, la génération de noms, le filtrage avec plein de critères à prendre en compte, la validation et enfin la communication autour du nouveau nom. En pratique, quand on fait appel à un onomaturge comme toi ou à une agence qui a des onomaturges, j'en ai pas beaucoup, une agence de branding, ça prend combien de temps et ça coûte combien? Alors,
Euh, Je suis moi-même patron d'une agence. Je voudrais un site, ça coûte combien? Je sais que c'est une question qui est pas évidente. Non, mais... je vais être très transparent. Je voudrais préciser à ce micro que j'ai écrit un roman consacré à la recherche de noms et je passe beaucoup de temps à parler de mon métier. Donc, j'ai pas de choses cachées. Je suis très transparent. Entre le moment où on me donne le cahier des charges et le moment où je fais ma première présentation, il va s'écouler entre 10 et 15 jours. C'est la phase la plus longue. Et au bout de 15 jours, je présente donc les 20 noms. Et moi, j'ai une deuxième phase qui consiste à creuser. C'est-à-dire que je laisse la possibilité au client de me dire, alors Olivier, j'ai bien aimé ce tel et tel nom. Celui-là, je l'aime pas, mais c'est dommage parce que j'aime bien le sens. Est-ce qu'on peut creuser? Et je refais une semaine de plus et je reviens avec d'autres noms. Et normalement, au bout de 2 semaines plus une semaine, on a des bons candidats. Alors, je te dis ça, quelquefois, on trouve au bout de 15 jours. Quelquefois, c'est un véritable enfer, c'est Sisyphe, il me faut 3 mois parce que problème politique, j'en ai un par an, assez compliqué. Mais en général, voilà, il me faut entre 2 et maximum 3 semaines pour faire un nom. Tu trouves ça court? Je trouve ça incroyablement court. Parce que je suis incroyablement bon. Non, je déconne. Ah non, mais c'est peut-être le cas. Mais je trouve ça incroyablement court. Mais là, tu prends pas en compte le process de décision en interne, voilà. les guéguerres. Et voilà. Alors, je te remercie parce que là c'est pour arriver à des candidats. Mais après, en général, le client, il prend les noms. Et c'est important qu'on le souligne à ce moment du podcast, c'est que il va prendre 3 noms et il va soumettre à son service juridique ou à un avocat spécialisé. Parce que moi, je peux regarder à l'INPI si, par exemple, Perpète est disponible. En revanche, je peux voir s'il y a des pirpites ou des porpotes ou des parpates, mais la loi ne m'autorise pas en tant qu'onomature, je vais dire oui, pas de problème. C'est un avocat qui doit le faire. Et c'est là c'est un cri du cœur et d'alarme que je lance. Il faut que ce soit un bon avocat. En propriété intellectuelle. En propriété intellectuelle. Et après, imaginons que l'avocat, au bout d'une semaine, il dise bah ça va, on va déposer à l'INPI. Tout de suite, très vite. Et là, il y aura 3 mois pour laisser le temps à la communauté de dire non, je suis pas d'accord, moi j'ai un nom qui est proche et ça m'embête. Donc en réalité, créer va prendre entre 2 et 3 semaines, mais valider, filtrer va peut-être falloir 3 mois de plus. J'imagine quand tu parles à... leur nom m'échappe, Amélie et Caroline de 17h10, ça va plus vite que quand tu choisis le nom d'un satellite pour Airbus ou pour je sais pas qui. De toute façon, je vais parler sans filtre. J'ai l'âge qui me permet de le faire. Plus il y a de politique et plus c'est long. Et plus c'est cher? Alors oui. Alors justement, parlons du prix. Je te remercie Laurent. Alors le prix, je vais donner ma fourchette basse. Ma fourchette basse est 6 000 € pour une marque française. Une marque internationale, ça commence à être plus cher. Ma fourchette haute, j'ai des recherches de noms qui montent jusqu'à 17-18 000 €. Dans quel cas je fais payer 17-18 000 €? Dans le cas où justement je sens que c'est très politique, que c'est des classes compliquées, type automobile, alimentaire, vêtements, un carnage, voilà. Donc en fait, moi, ce qui fait la valeur de mon métier, c'est la complexité de la classe et des produits, la complexité du processus de décision et le caractère international. Mais dans un métier comme le tien, et là c'est l'entrepreneur qui parle à l'entrepreneur, que tu mettes 17 jours ou 30 jours, ça fait pas une grosse diff, c'est pas comme 30 à 300 par rapport à mon point est le suivant. Comment tu fais pour pas pricer à la tête du client? Renommer un réassureur d'assurance européen et une petite DNVB qui va se lancer, c'est à peu près le même travail. Admettons qu'ils se mettent d'accord rapidement, c'est à peu près le même travail, mais c'est pas le même client. Exact. Si tu prends par exemple un entrepreneur français qui lance sa marque, il est tout seul ou il a juste un pote avec lui, on risque d'être plus proche de 6 000 €. Si tu es une marque, une grosse boîte de cosmétiques, il faut trouver un parfum international, il y a 15 pays en question, ça va être de toute façon ultra politique parce qu'il va y avoir je ne sais pas combien de niveaux de décision, on va friser les 17-18. Ouais, t'adaptes. Génial. Je vais résumer parce que le temps file. Les 10 commandements. Ok. Et je te laisse dire une phrase à chaque fois. Mais les 10 commandements, quand vous vous lancez dans ce rebranding ou dans ce branding, être précis, avoir un brief précis.
Absolument. Ne pas avoir peur de donner un cadre à la personne qui crée le nom, parce que sans cadre, on ne sait pas par où commencer. Impliquer l'interne, mais pas trop. Alors impliquer l'interne, c'est seulement si on sent que il y a des problèmes pas forcément de politique, mais il y a des difficultés d'alignement, et aussi si on sent que la création de nom peut être une occasion de faire de l'événement, de créer un enthousiasme. Ne pas s'attendre à un coup de cœur. Il faut absolument alerter le client qu'il n'y aura pas d'effet waouh, qu'ils ne vont pas se jeter sur un nom et utiliser des histoires, des anecdotes, et pourquoi pas l'analogie du choix du prénom d'un enfant. Choisir, qui choisit? Celui qui choisit. Il faut très vite identifier qui, in fine, va choisir. Ça peut être un comité, ça peut être une ou deux personnes, mais il faut être très clair dès le début sur qui va choisir à la fin. C'est un projet auquel on donne la priorité. Exactement. C'est le 5e point. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit un truc à la légère, bon, on a ça à faire, il faut bien expliquer que c'est sérieux. Donc moi, je passe beaucoup de temps à expliquer, à donner, encore une fois, je travaille beaucoup avec les anecdotes, les histoires, et à montrer que si on ne prend pas sérieusement, ça peut avoir de lourdes conséquences. Intégrer le juridique assez rapidement au process. Si on peut. Moi, je suis suivi par... je travaille avec le même avocat depuis 25 ans, Alain Berthet, cabinet Promark, P-R-O-M-A-R-K, que je cite volontiers, qui est le seul avocat de la place de Paris qui prend des risques et qui regarde dans le détail qu'est-ce qu'on peut faire au lieu de « Ah, on va pas y arriver, il faut que le créatif retravaille et boum, 2000 € de plus ». Non, il va chercher. Donc, plus tôt Alain travaille avec moi, c'est-à-dire qu'il est dans la première réunion, et plus il va dire oui, je pense qu'Olivier a raison, c'est un type de marque qui peut fonctionner. Quand tu me donnes ta fourchette de prix, ça n'inclut pas tous les frais. Non, alors on est d'accord. Le graphisme, les frais d'avocat. Ça n'inclut pas avocat et graphisme. La 8e règle, le 8e commandement, attention aux effets de mode, il faut raconter une histoire. C'est le plus important. Malheureusement, il suffit qu'un gros poids lourd prenne un nom en IS, par exemple, et tout le monde fait du IS. Le jour où il y a une grosse boîte qui va faire un nom en EC, bah peut-être que tout le monde va se mettre à faire du EC, en qui sonne en EC. Donc il ne faut pas tenir compte de ça. Mais le plus important, c'est vraiment une histoire qui se dit en une phrase, ça crée un capital de sympathie, et boum, c'est lancé. Attention à l'international. Alors oui, on a toujours des surprises. Il faut bien comprendre dès le début dans quel marché, dans quel pays on va aller en priorité. Et à partir de là, il faut tenir compte du linguistique. Et petite chose que je précise, très importante, non seulement le linguistique, mais le socio-culturel. C'est-à-dire tomber par exemple sur le nom d'un serial killer. Je cite ça parce que ça va faire sourire tout le monde. C'est que, je vous jure que c'est vrai, en 98, des Américains sont venus me voir en disant qu'ils avaient un projet de biscuit. Et ils m'ont dit c'est un prénom. Et quand je leur ai demandé le prénom, ils m'ont dit Grégory. Et j'ai dit, ça va être très compliqué de tremper les urines dans le café au lait le matin. Ouais. Ils ne me comprenaient pas. Je leur ai montré le film C'est arrivé près de chez vous de Benoît Poulvord. Ils ont compris. Et ça s'appelle du socio-culturel. Comment ça se fait, par exemple, que l'électroménager Laden a résisté à Bin Laden? Je ne sais pas. La raison pour laquelle je fais intervenir mon réseau et que je leur pose la question, c'est justement, dites-moi s'il y a un truc d'argot ou une cata. Oui, ou la culture, de la pop culture. La pop culture qui fait que... Et ça c'est ce qui fait, quand tu me parlais de tarifs, voilà pourquoi mon tarif peut monter, parce que si c'est ça dans 6-7 pays, ça a un coût. Une dernière reco, c'est d'inclure les prestataires concernés assez tôt. Alors au-delà du juridique... oui, par exemple, quand c'est possible, moi j'adore travailler avec une agence de design. Dans le cas de Punition, de la bière Punition, j'ai travaillé avec des designers. Et d'ailleurs, j'avais fait un casting de designers en fonction des différentes des pistes que j'ai citées, qu'on va pas reciter, de gens qui avaient un profil assez olé qui n'avaient pas froid aux yeux. Ça a été absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, il faut arriver... Il y a une histoire de se mettre dans le contexte. On a parlé d'Artengo. Artengo a été trouvé sur un terrain de tennis. À l'époque, moi, j'avais emmené mes créatifs jouer au tennis et on regardait des matchs de McEnroe, de Borg. Il faut mettre toutes les équipes concernées ensemble. Voilà. Hyper intéressant. Il a fallu presque 350 épisodes du panier pour que quelqu'un cite C'est arrivé près de chez vous, qui est un de mes films cultes et de référence. Tout arrive. Si vous ne l'avez jamais vu,
Et si vous ne vous choquez pas facilement, courez le télécharger. Olivier, c'était passionnant. Merci infiniment pour ton temps, ta transparence, ta générosité. On est très très loin, chers auditeurs, je mâche encore mes mots, du e-commerce et du retail, mais c'est un passage obligé. Ah oui. Vous lancez une société, il lui faut un nom. Vous lancez un produit, il lui faut un nom. Vous relancez un produit, vous rebrandez un produit à l'international, il lui fait un nom. Et c'est un sujet que j'ai abordé à plusieurs reprises avec des invités du panier, que j'étais heureux d'aborder avec toi aujourd'hui. Olivier Auroy, A-U-R-O-Y, que vous retrouvez sur olivier@onomaturge, onomaturge.com, et que vous retrouvez évidemment sur LinkedIn. On peut te lire, on peut te suivre, on peut lire ton roman. Oui. Au nom d'Alexandre, édition Intervalle. Si le sujet vous intéresse, vous aurez plein d'anecdotes et ouais, en général, on dit que ouais, c'est intéressant. Super. Merci à toi, merci à vous toutes et tous, et je vous dis à bientôt. Merci Salut. beaucoup.